qui ont décidé de laisser leur mandat. Une commission spéciale et temporaire avait été mise en place pour vérifier les dossiers des personnes concernées. En plus, le contrôle parlementaire sera aussi à l'ordre du jour. Le président Vital Kamerhe a demandé aux membres de la commission socio-culturelle de devenir des champions du bien-être des Congolais en les incitant à travailler dans un esprit d'harmonie. Il a également donné des indications sur ce que le bureau de l'Assemblée nationale attend de cette commission qui est l'une des plus importantes de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a rencontré dans son bureau les membres de la commission socio-culturelle dirigée par la députée Dorothée Madia. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions qui sont des organes techniques qui aident le président ou dans le bureau de l'Assemblée dans sa charge. Et la commission est composée de sous-commissions. En ce qui concerne la commission, nous avons 3 sous-commissions pour l'instant, mais au regard de l'importance de cette commission qui s'occupe de tout ce qui est social du Congolais, donc il a été question qu'on puisse élargir, donc on en aura 4. La sous-commission relative à la recherche scientifique, le membre de la commission ont fait le choix de sous-commissions dans lesquelles ils veulent travailler. Mais pour l'installation de bureaux de sous-commission, nous avons reçu l'information du président. Il nous a été clairement demandé de ne pas limiter les ambitions. Donc les choses se feront de manière consensuelle en tenant compte des critères évidemment d'équilibre et les genres bien entendu, et puis d'autres critères de la compétence. La 29e session de la conférence des parties à la Convention au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte à Bakou. Les dirigeants présents dans cette ville azerbaïdjanaise ont été appelés à adopter les mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les populations face aux aléas climatiques et améliorer le financement climatique. Présente à cet événement, la première ministre de l'RDC a échangé avec les délégations congolaises participant à ce forum mondial. Judith Suminwa a exhorté ses compatriotes à porter la voix de l'RDC pour obtenir une compensation financière équitable en matière de crédit carbone. Tous les contacts qu'on a au niveau multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec le minerai stratégique. Mais pour ça, nous devons continuer à travailler par rapport à la transformation, mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Je le dis souvent, nous sommes dans une position où, contrairement aux lois économiques, où tout le monde sait que quand on est dans la théorie de l'offre et de la demande, quand l'offre est faible et que la demande est importante, c'est celui qui a cette offre faible qui gagne le plus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est le contraire de cette théorie. Donc aujourd'hui, plus important maintenant de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous Congolais. Lors des États généraux de la justice, le vice-ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a souligné l'importance de l'unité de la police nationale congolaise. Dans son intervention, Jacquemin Chabani a fait état des contradictions présentes dans les 2 textes régissant la police nationale congolaise et la police judiciaire des parquets, ainsi que le Bureau central national Interpol. Il a plaidé pour l'intégration de ces unités au sein de la police nationale congolaise afin d'éviter le dualisme juridique. Le patron de la sécurité a préconisé l'intégration de la police judiciaire des parquets dans la police nationale congolaise.
remplacer la problématique. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, cette résolution vise à élaguer le dualisme et le télescopage entre ces deux services sur les champs judiciaires. Le concept bicéphale Jacquemin Chabani a identifié tous les freins à l'harmonisation des actions entre la PNC et les autres services de sécurité et d'intelligence, particulièrement la police judiciaire du parquet et le bureau national d'Interpol. Le patron de la sécurité a éclairé l'assistant sur ce que l'on considère comme ambiguïté entre l'ancienne loi cadre et la loi organique instituant l'intégration dans l'ancienne police judiciaire des parquets et le bureau central national Interpol au sein de la police nationale. Dans son intervention aux États généraux de la justice, le patron de la sécurité a préconisé l'intégration de la police judiciaire des parquets dans la police nationale congolaise. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, cette résolution vise à élaguer le dualisme et le télescopage entre ces deux services sur les champs judiciaires. Ce changement, apparemment anodin, nous permet pourtant d'épingler le véritable problème que je me propose de vous développer et qui est celui de la situation juridique actuelle des agents de la police judiciaire des parquets à l'aune des États généraux de la justice de 2024. Jacquemin Chabani Luko a identifié tous les freins à l'harmonisation des actions entre la PNC et les autres services de sécurité et d'intelligence, particulièrement la police judiciaire des parquets et le bureau central national d'Interpol. Toutes ces assises ont notamment exprimé la volonté politique d'unifier au sein de la police nationale congolaise toutes les polices existantes, notamment la police judiciaire des parquets et le BCN Interpol. Le patron de la sécurité a éclairé l'assistant sur ce que l'on considère comme ambiguïté entre l'ancienne loi cadre et la loi organique instituant l'intégration dans l'ancienne police judiciaire des parquets et le bureau central national Interpol au sein de la police nationale. Le pasteur de l'église Pierre Angulaire a également pris la parole lors de cette rencontre. L'évêque Dodo Kamba a mis en lumière la présence insidieuse des détournements de fonds publics au sein des églises et des paroisses, souvent considérées comme des partenaires. Il a insisté sur la complicité parfois implicite de certains membres de la communauté chrétienne dans des crimes économiques. Je ne voudrais pas abuser de notre temps. Pour rester dans les petites minutes qui nous sont données, je propose ici quelques pensées qui nous ont traversées. Et nous avons dit comment pouvons-nous être, nous religieux, à la nation pour la pratique de la justice. Je parle de la pratique de la justice. 1. Nous devons nous-mêmes devenir une image en œuvre de la justice de Jésus-Christ qui devient convaincra de péché. 2. Nous avons pensé pratiquer, il faudrait appliquer le civisme dans nos enseignements. Question d'apprendre aux fidèles le bien fondé de servir la patrie en tenant compte des droits et la liberté des citoyens. C'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. Nous avons pensé qu'il est temps pour que les religieux, dans leur fonctionnement, de refuser des dons et des financements de l'étranger, quel que soit le besoin, quand il s'agit de trahir la nation.
Les élections législatives nationales et provinciales à Yakoma et Massimanimba sont confirmées pour le 15 décembre prochain. C'est une garantie fournie par la Commission électorale nationale indépendante aux partis politiques. Lors d'un cadre de concertation, l'institution électorale s'engage activement à respecter son calendrier afin d'éviter les erreurs du passé telles que la violence, la corruption, la fraude et les actes de vandalisme qui ont perturbé les élections de ces circonscriptions en 2023. La CENI confirme bel et bien la tenue des législatives à Yakoma et à Massimanimba le 15 décembre. Information livrée lors de la concertation avec les partis et les groupements politiques ce lundi 11 novembre. Au cours de la discussion, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment les questions relatives à la composition du corps électoral, la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs, la consultation de la liste électorale, les conditions d'accréditation des témoins des partis et regroupements politiques. Prenant la parole à cette rencontre, Denis Kadima, président de la CENI, a estimé que cette concertation vise à impliquer toutes les parties prenantes au processus pour aboutir aux élections inclusives. La tenue de ce cadre de concertation destiné aux partis et regroupements politiques engagés dans la compétition vise à impliquer activement toutes les parties prenantes dans ce processus. Dans les chefs-lieux des territoires concernés, nous organiserons également des réunions plus inclusives impliquant la société civile, les journalistes et les partis politiques. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation des élections du 20 décembre 2023. Pour sa part, Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a rappelé l'importance de ces scrutins pour les deux circonscriptions électorales concernées. La CENI avait publié un calendrier réaménagé en vue de la reprise des élections dans ces deux circonscriptions le 15 décembre 2024. Raison pour laquelle, avant de commencer la campagne électorale, la CENI a jugé bon de vous convier à ce cadre de concertation afin d'échanger sur les enjeux liés à la reprise de ces scrutins. Une séance d'échange qui a rencontré l'assentiment des participants, qui espèrent que pour cette fois, la CENI pourra organiser de bonnes élections. Il faut dire que c'est une impression de joie, dès lors que le processus électoral, qui était un tout petit peu interrompu, est censé continuer dans le souci de l'inclusivité. Vous ne pouvez pas avoir une machine étatique qui fonctionne à double vitesse. C'est-à-dire que d'une part, il y a des élus et d'autre part, il n'y a pas des élus. Le cas de Yakoma, où il y avait eu des invalidations. Ces élections législatives s'inscrivent dans un calendrier électoral réaménagé, couvrant la période 2021-2027. Les scrutins pour élire les députés nationaux et provinciaux dans ces deux circonscriptions électorales sont désormais fixés au 15 décembre 2024. Ce calendrier précise également des étapes clés, le ramassage et la transmission des plis de résultats qui auront lieu le 22 décembre. L'annonce des résultats provisoires est prévue pour le 23 décembre. Quant au dépôt des recours en contestation, ils seront acceptés jusqu'au 2 janvier 2025. Un nouvel avion de type Boeing 737-800 de la compagnie Congo Airways a atterri à en provenance de l'aéroport international de Rachika en Croatie. Ce nouvel aéronef qui peut accueillir 74 passagers dont 12 en classe affaires a prévu des couleurs nationales et sera exploité en location avec les Caljet, forte d'une grande expérience, avait précédemment collaboré avec Congo Airways jusqu'à la fin de l'année dernière, moment où ses activités ont pris fin. La lutte contre la corruption en RDC pourrait se renforcer si le législateur congolais
Instaurer une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est l'une des recommandations phares de la conférence internationale sur le lancement d'alerte tenue à Kinshasa. Les journalistes d'investigation jouent un rôle clé dans les efforts de lutte contre la corruption. En tant que partenaire des lanceurs d'alerte, cette synergie des complémentarités a été mise en avant lors de cette conférence internationale. Journalisme d'investigation et le lancement d'alerte, sujet au cœur de ce panel tenu dans le cadre de la conférence internationale sur le lancement d'alerte, qui met l'accent sur la convergence entre le journalisme d'investigation et le rôle crucial de l'alerte dans la révélation de scandales de corruption et d'abus de pouvoir. Donc pour les journalistes, je pense qu'il doit juste rester dans les fondamentaux de son métier. Souvent dans nos pays, malheureusement, il y a toujours parfois des certaines autorités qui peuvent des poursuites ou des menaces sous prétexte de faux de la sûreté. Mais là, pour moi, en tout cas, je pense la meilleure protection pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, c'est d'être en capacité de publier des informations qui sont préalablement vérifiées. Si Moussa a partagé son expérience des enquêtes sur les scandales en temps de guerre, les autres ont fait savoir les défis qui attendent des journalistes d'investigation. Aussi, il était question d'insister sur le processus d'enquête qualitative et la mise en place de mécanismes pour la protection des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation pour leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption. Vraiment, des données qui sont massives, le journaliste seul ne peut pas traiter. Donc il va falloir travailler en consortium, travailler avec des compétences qu'on parfois vous n'êtes pas sûr d'être protégé en révélant des choses qui mettent mal à l'aise un certain nombre de personnes. Et si la bonne information à prendre toute la journée pour être préparé, il faut prendre la journée. Si ça doit prendre 2 jours, ça prend une semaine, il faut que ça prenne une semaine. Mais les temps de cuisson doivent être proportionnels à la qualité également de ce que vous voulez donner à votre public. Cette session a, à travers les expériences de ses orateurs, mis en lumière l'écosystème dans lequel œuvrent les journalistes d'investigation en complémentarité avec les lanceurs d'alerte sur la diffusion des informations. La commission de gestion de fonds Mwanda poursuit ses actions pour électrifier la ville de Mwanda. Une initiative pour lutter contre l'insécurité. La CGFM s'investit dans des projets communautaires qui suscitent la satisfaction de la population. La réalisation de la commission de gestion de fonds CGFM en initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sont nombreuses une année après la mise à disposition de fonds au comité de gestion. Ces actions dans la plus grande l'électrification de la cité avec 15 nouvelles cabines électriques sont déjà visibles sur terrain. Outre le réseau de 70 km de lignes électriques, l'éclairage public composé d'au moins installations, de quoi combattre l'insécurité à la grande satisfaction de population. La CGFM, sous le leadership éclairé de sa présidente, Mme Michel Makengo, ne ménage aucun effort pour s'inscrire dans la vision du peuple d'abord. Programme cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, auteur de ses dons de 10 millions à sa population de Mwanda. Sous la supervision du ministre des Sports, la CGFM s'est déjà investie dans plus de 30 projets communautaires et a reçu plus de 100 demandes en fourniture d'équipements divers et dont un grand nombre est en train d'être distribué aux bénéficiaires. Ces dons, remis au nom du chef de l'État, sont composés notamment des sous-SIAT et véhicules de police, de services pour le chef de secteur, de tracteurs, des tractopelles et autres intrants et engins agricoles aux paysans, de moteurs à bord et filets aux pêcheurs, d'un millier de bancs aux différentes écoles, notamment à l'école primaire de la base militaire de Kitona et bien d'autres. Des défis brillamment relevés par le comité de gestion de la CGFM, sa présidente Michel Makengo en tête, qui d'autres s'en inspirent. Des jeunes et des étudiants de la ville de Goma ont participé ce mardi à une visite guidée des institutions judiciaires au palais de justice de la capitale du Nord Kivu. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Accès à la justice mis en œuvre par le consortium
Paul Institute, Alerte Internationale et PIS. L'objectif est de rapprocher les citoyens de la justice afin de leur permettre de comprendre le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les détails dans ce reportage de Patrick Ciellois. Palais de justice de Goma, c'est mardi. Les jeunes étudiants des institutions judiciaires dans le cadre du projet Accès à la justice exécuté par les consortiums Paul Institute, Alerte Internationale et IPIS. Nous sommes au parquet général du Nord Kivu. Objectif, rapprocher les justiciables de la justice afin de leur permettre de comprendre aussi comment fonctionne l'appareil judiciaire, a déclaré Raoul Banissi, chef de ces projets au sein des Paul Institute. Cette activité vient répondre aux objectifs du projet dans le sens que c'est un plus par rapport à d'autres activités que nous avons déjà réalisées. En fait, l'objectif général, si on doit retourner là, c'est d'améliorer l'accès à la justice dans la région des Grands Lacs. De manière générale, c'est ça. Là, permet de donner des connaissances, de donner des informations à la population ou aux membres de communautés qui vivent dans la zone transfrontalière. Lorsque ces membres de communauté ont l'information ou comprennent comment fonctionne la justice, ils seront plus enclins à se rendre vers les cours et tribunaux au lieu de recourir à la justice populaire ou à se rendre justice eux-mêmes. Durant cette visite guidée, ces jeunes et étudiants de Goma ont été édifiés sur les fonctionnements des judiciaires. Ce qui m'a marqué dans cette séance d'aujourd'hui, on nous a dit que l'ouverture d'un dossier ici au Palais de la Justice est gratuite. Alors cela m'a permis de savoir que c'est quand même accessible à tout le monde de pouvoir mener une action en justice. J'ai compris dans la partie entrée et sortie, les greffiers sont là pour enregistrer les dossiers. Au cas où tu te présentes devant eux et qu'ils n'ont pas enregistré ton dossier, là ce sera impossible et difficile que ton dossier soit traité du fait qu'il n'a pas été enregistré. À la juridiction civile, cette visite guidée se fera auprès des selles militaires dans les tout prochains jours, a martelé Raoul Banissi. La gestion des déchets ménagers est une réalité qui peut être améliorée par la réutilisation de ces déchets dans le respect de l'environnement. Dans le camp des déplacés de guerre de Boulongo, dans le Nord Kivu, des femmes ont été sensibilisées et formées à la fabrication des charbons écologiques, ce qui leur permet également de subvenir aux besoins de leur famille. Ce sujet est abordé dans ce reportage. Les pluies diluviennes avec leur lot de malheur, d'autres villes du pays ont actuellement cette réalité. Une sensibilisation à l'urgence de lutter contre le changement climatique s'impose. Et la dite sensibilisation doit également prendre en compte la gestion des ordures ménagères. D'où cette préoccupation. Comment réussir à donner des déchets en protégeant l'environnement? La réponse assez éloquente, c'est à plus de 1500 km de Kinshasa qu'il faut la trouver. Précisément dans le camp des déplacés de Boulengo à Goma, Nord. Ici, des organisations internationales qui œuvrent pour les personnes à la violence ont formé des femmes à la fabrication de charbon écologique. C'est le cas de Victorine Amis, femme en situation de handicap établie dans ce camp de Boulengo. Tangia tulitoka kule Kichanga tukafika, maisha ilishaharibika sana. Maisha inaharibika, watoto hawaendelee kusoma vizuri, watoto wakule vizuri. Mama, hatuna kazi ya uchuzi, tupo tunafanya, hatufanye uchuzi kama kawaida, hatulime, maana hakuna kazi tuko nayo hapa kambi. Yeye anipatia kwanza nguvu ya kwanza hapa mwa kambi tuko nayo. Ya kwanza ni Rescue Junior, ninatupatia kazi ya sharbo, ya kutengeneza sharbo. Hatushinde tena mkiwanja, tuko naenda shinda kule iko biro. Souvent seuls pour subvenir aux besoins de leur famille,